Et salut la FOMO Team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode de l'écho crypto. Nous sommes le samedi 23 juillet. Il est 11h08 et nous allons partir, comme d'habitude, petit récap de ce qui s'est passé en termes de géopolitique, de macroéconomie, que ce soit sur les marchés US, sur les marchés européens. Et après, on ira sur le marché des cryptos, on regardera Bitcoin, Ethereum, on regardera Solana et Matic cette semaine en altcoin. Donc n'hésite pas à t'abonner pour supporter la chaîne, à lâcher un petit pouce bleu, ça aide énormément au référencement et puis ça aide potentiellement à être monétisé plus tard pour l'atelier crypto. Je t'invite également à aller voir ma chaîne gaming WillDT11 et à t'abonner bien entendu sur YouTube sur cette chaîne. Et je t'encourage à aller voir tous nos lives les mercredis soirs à partir de 20h30 et je suis en compagnie de Teslark pour animer l'émission de l'atelier crypto. Voilà les amis, c'est parti, on part tout de suite sur les marchés US. Alors ce qu'il faut retenir sur les marchés US cette semaine, c'est que on a eu les résultats de certaines entreprises, c'était le plus important. La Fed ne faisait pas d'annonce sur la nouvelle possibilité de hausse de taux. C'était le silence total pour la Fed, puisque c'était la BCE cette semaine qui parlait et qui allait annoncer, elle, des hausses de taux d'intérêt directeurs. Donc ça, on reviendra plus tard dessus. Pour l'instant, sur les US, ce qu'on peut retenir, c'est qu'il y a eu certaines mauvaises nouvelles sur les sociétés technologiques, notamment Snap, qui est la maison mère de Snapchat. Du coup, des très mauvaises nouvelles sur les résultats de ces entreprises. Snap, du coup, qui perd 30%, plus de 30%. Et on a eu d'autres sociétés comme ça autour des réseaux sociaux comme Meta, qui a perdu quasi 10% sur la journée de vendredi, moins 7,59% plus exactement. On a eu Netflix qui en recule de moins 1,54%. Et maintenant, la question se pose de savoir est-ce que toutes les entreprises technologiques vont également porter ces mauvais résultats et ont également avoir de mauvais résultats. On a vu que Tesla, par exemple, malgré sa perte qu'elle a engendrée sur les bitcoins, notamment, elle a vendu 75% de sa position en perte, qu'elle avait acheté à 38 000. Pour avoir des liquidités, elle a vendu ses bitcoins, mais son résultat n'est pas si affreux que ça, malgré cette grosse perte sur les bitcoins. Donc on attend de voir un peu ce qui va se passer, notamment avec les gros indices du S&P 500 et du Nasdaq, à savoir Apple, Amazon, Microsoft. C'est vraiment important de savoir ce qui va se passer avec ces entreprises pour comprendre où le marché US va aller, tout simplement. Donc là, si on est sur le chart du S&P 500, qu'est-ce qu'on a eu cette semaine ? Je vous ai envoyé pas mal d'updates, que ce soit sur Discord ou tout simplement sur les shorts YouTube et TikTok. N'hésitez pas à aller suivre notre chaîne, que ce soit du coup sur YouTube, l'atelier crypto, sur TikTok, l'atelier crypto également, et à rejoindre le Discord que vous pourrez retrouver en description dans les liens de la vidéo YouTube. Donc ce qu'on a eu, c'est globalement deux trendlines qui ont été cassées. Une trendline orange qui était un peu une trendline baissière qui nous crée une sorte de triangle symétrique, mais je vous avais dit que globalement la figure principale pour moi c'était un triangle croissant ici qu'on est venu casser par le haut le 21 juillet, donc il y a 2 jours, jeudi. Je vous ai dit attention, on va pas monter tout droit généralement sur les marchés comme ça réglementés, on va avoir des petites baisses, potentiellement là on va faire un pullback. Sur la journée du 21 juillet on a fait un pullback quasi parfait, même du 20 juin pardon, on a fait un pullback quasi parfait, on a refait une belle bougie le 21 juillet, donc on a 2 bougies pleines au-dessus de notre cassure du triangle croissant, ce qui est plutôt positif. Vous voyez que la journée d'hier, on est venu perdre ce qu'on avait gagné sur la journée du 21 juillet. Pour moi, c'est pas forcément hyper grave, honnêtement. Je pense que c'est vraiment les résultats des entreprises qui ont été pricés ici sur le S&P 500. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que voilà, effectivement, on est en train de faire un petit ralentissement, une sorte limite de pullback plus appuyé. On va voir sur les prochains jours, mais tant qu'on reste au-dessus de cette cassure du triangle croissant, pour moi, il n'y a pas de problème sur la relance du S&P 500, puisqu'on est vraiment sur une tendance de relance finalement. On est en train de faire des bas de plus en plus hauts. C'est plutôt intéressant ce qui est en train de se passer sur le marché US. On voit que l'inflation qui était à 9,1% sur le mois dernier, où on avait eu des petits problèmes sur ce mois, pardon, et on a vu des petits problèmes sur les annonces de la Fed, notamment qui nous avait dit qu'ils avaient arrêté l'inflation. On est quand même en train de voir des signes de ralentissement de l'inflation, ce qui est plutôt positif pour l'avenir des marchés financiers. Je pense qu'une relance en septembre ne serait pas déconnante. À voir quand même, il y a toujours des acteurs qui pensent qu'on va être dans une sorte de récession, notamment avec les résultats potentiels d'Apple, Amazon, Microsoft et la perte de croissance de ce marché technologique. Honnêtement, je pense qu'on n'y est pas encore. À voir comment ça va se profiler. Là, en tout cas, on est sur une belle figure chartiste qui est cassée. Je pense que tant qu'on réintègre pas ce triangle croissant,
on peut toujours se fixer comme objectif le TP du triangle croissant qui est techniquement à 4231. Je dis pas qu'on va y aller tout de suite. En tout cas, c'est le TP classique d'une cassure de triangle croissant. Voilà. Sur le Nasdaq, on a à peu près la même figure. Je vous avais tracé le triangle croissant. On a même une sorte de triple touchette ici sur le bas du triangle. On est en train d'appuyer sur un pullback sur la cassure du triangle croissant. On va sûrement, c'est beaucoup plus volatile le Nasdaq, on va sûrement potentiellement faire un pullback encore plus appuyé, puis repartir. Et tant qu'on est au-dessus de ce triangle croissant, moi je suis toujours positif sur les indices boursiers du Nasdaq et du S&P 500. Et on a un TP sur ce triangle croissant à 13 393 théoriquement. Voilà ce que je pouvais vous dire les amis sur le marché US. Pas grand chose d'autre à retenir honnêtement. Des valeurs un peu plus stables, notamment autour des gros acteurs du S&P 500 qui sont pas technologiques. Je pense à certaines banques, à Johnson & Johnson pour le médical. Voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à retenir. On attend un petit peu ce qui va se passer la semaine prochaine, notamment si la Fed va refaire des annonces pour annoncer la hausse de taux directeur de nouveau en septembre et octobre, ce qui devrait se filer en tout cas. Voilà, en tout cas on fera un update la semaine prochaine là-dessus. N'hésitez pas à venir mercredi justement pour un autre update sur Twitch à 20h30 et n'hésitez pas non plus à suivre la chaîne YouTube pour avoir tous les shorts et les updates du marché crypto. Je ferai un peu des updates des marchés financiers. Je le fais pour l'instant un peu moins sur les shorts YouTube et TikTok. On passe du coup au marché européen, les amis. Donc, marché européen, on va se mettre sur le CAC 40. Pas grand chose qui s'est passé cette semaine. On sait qu'il y a eu un acteur qui a pas mal baissé sur les marchés européens, c'est Ubisoft. Ubisoft qui a perdu à peu près 2% de sa valeur. Globalement, sur le marché européen, on finit sur une hausse vendredi. Le problème, c'est que on a des chiffres de ralentissement de croissance qui arrivent sur l'Europe qu'on n'avait plus eu depuis février 2021. Je pense notamment en Allemagne, il y a eu un ralentissement assez important de la croissance. Et en France, on a des analystes qui nous disent que après l'année 2022 qui a été assez exceptionnelle en termes de croissance, on a fait plus de 2% de croissance. On devrait retomber à des chiffres aux alentours des 1% pour l'année prochaine, 1,2% si je ne me trompe pas. Voilà ce qu'il faut à peu près retenir sur la zone euro. Et puis quand même, la grosse annonce, c'est la BCE qui a annoncé une hausse des taux directeurs de 0,5. Donc on s'attendait potentiellement à 0,25. On s'était dit 0,5 dans le pire des scénarios. Il y en a certains qui annonçaient 1%, ce qui est pour moi un peu compliqué à appliquer tout de suite. Voilà, on a eu 0,5. Je pense que c'est un peu l'entre-deux. C'est la tranche haute quand même. Voilà, on va voir si ça va faire ralentir un petit peu l'inflation dans la zone euro, qui est assez élevée. Les analystes pensent qu'on va arriver à 2% à long terme d'inflation, mais on gardera quand même 2%, ce qui est assez élevé. On voit que l'euro face au dollar, l'euro a repris un petit peu de jus justement cette semaine, enfin en tout cas à partir du 14 juillet, on a eu une sorte de rebond parce que les points bas quand même de l'euro face au dollar, c'était fou quoi. Il fallait 0,99 $ pour avoir un euro, c'était assez impressionnant. Là, on repasse sur un 1,02. C'est toujours pas fameux. Je suis pas sûr que les seuls 0,5 de hausse de taux d'intérêt directeur vont suffire. Voilà, en tout cas, on va suivre ça avec attention, l'euro face au dollar. Je pense que c'est très important de regarder en ce moment cette conversion qui a fait son plus bas quasiment historique. Voilà. Les amis, je pense qu'on a terminé avec les marchés traditionnels. Je pense pas que ça serve que je continue un peu plus longtemps là-dessus. Je pense qu'on va partir directement sur les marchés crypto, surtout qu'on a 2 altcoins aujourd'hui. Donc on va partir sur Bitcoin. On va partir sur tout simplement le scénario un peu classique que je vous avais mis, un peu chartiste classique, et puis après on rentrera un peu plus dans le détail. On était sur une sorte de triangle symétrique, donc c'est ce que vous voyez en fait, tout ce qui est en blanc. C'était un triangle symétrique qui avait été en tout cas beaucoup tracé par les acteurs ces derniers temps. Je vous avais dit que moi je voyais plutôt un range, en tout cas le triangle symétrique était pessimiste et moi du coup je me rattachais un petit peu au range parce que je trouvais qu'on avait déjà fait un point bas qui était assez bas. Vous voyez qu'il y avait des institutionnels comme Tesla qui étaient en perte énorme sur Bitcoin, vous avez des institutionnels comme Binance qui étaient en train de racheter, FTX également, donc je pensais plus à une figure positive on va dire, et du coup je voyais plus un range dans lequel on s'était instauré avec notamment une double touchette ici, donc j'avais fait un range à la clôture, ce qui me paraissait être le plus visuel et le plus juste. Là, on avait une triple clôture ici à ce niveau-là, puis on avait de multiples touchettes avec les mèches. On voit que le triangle symétrique, lui, en blanc, a été cassé la journée du 18 juillet, puis on est venu confirmer le 19 juillet
avec notamment un magnifique pullback sur le range. C'est pour ça, je pense que quand même, ce qui a été pricé actuellement, c'est la cassure du range. Vous voyez que ici, on est venu sortir la journée du 18 juillet le range. On est venu faire un pullback magnifique ici sur la cassure du range, sur le haut du range. On a quasi réussi à aller jusqu'au take profit de la cassure du range qui était à 24 164. On est venu à 24 270. Donc, est-ce qu'on pourrait considérer que la cassure du range est pricée? Je pense, oui, honnêtement. Ce qu'il va falloir regarder maintenant, c'est potentiellement, est-ce qu'on va venir faire un pullback sur la cassure du triangle symétrique pour venir chercher un objectif qui serait bien plus haut dans ce cas-là. Ça serait un objectif à 29 479. On va voir si les acteurs price ça. Donc le niveau d'invalidation ici, c'est à peu près 22 000 $ dans les prochains jours. 22 000, 21 900. Ça dépend de sur quelle temporalité on va arriver à faire notre pullback. Je dirais à peu près 22 000. Je pense qu'à partir de lundi, on aura déjà un petit peu des réponses. Donc à surveiller cette cassure du triangle symétrique. Si on vient faire un pullback ici, on pourrait peut-être repartir et aller chercher un TP bien plus haut à 30 000 et nous créer un nouveau range à 30 000 qui était une zone qu'on avait déjà travaillé au préalable. Voilà les amis, ce qu'on peut dire à peu près sur les figures chartistes du BTC un peu traditionnelles, on va dire. Maintenant, on va regarder un peu les supports Ishimoku et des supports qui me tiennent à cœur. Donc là, je vous ai retracé le range en blanc. Ici, en rouge, on a l'ancien ATH de BTC sur lequel on avait dit qu'on ne devrait pas descendre en dessous. En tout cas, c'était le scénario le plus possible. On a quand même méché en dessous. Voilà, il a beaucoup été pricé. En tout cas, on a latéralisé autour de cet ancien ATH. Qu'est-ce qui se passe là? Du coup, on est en train de faire le pullback comme on disait. On avait très bien pricé les aplatissements d'Ishimoku jusqu'à présent. Là, on voit qu'on est passé en dessous de l'aplatissement d'Ishimoku que je vous avais tracé sur la grande descente de BTC. C'est pas forcément hyper positif sur Ishimoku à ce stade-là. Pour ce support horizontal. En Ishimoku, en daily, par contre, ce qui est positif, c'est qu'on a réintégré le nuage ici. Il faut absolument qu'on le tienne sur la journée de aujourd'hui et dimanche déjà. Dimanche déjà on sera en difficulté, on passera potentiellement sous le nuage, donc il faut absolument qu'on le garde ce nuage. Ça serait bien de remonter dans la journée et dimanche qu'on maintienne les 22 744, 22 750 on va dire, afin de ne pas repasser sous le nuage et donc du coup de créer une sorte de nouveau à court terme, en tout cas en daily, de spirale baissière. Et donc du coup là on aurait directement la Tenkan qui pourrait nous servir de support, mais attention, la Tenkan elle est fragile, le nuage est un peu plus solide et ensuite il faudrait aller chercher des niveaux sur la Kijun et là on réintégrait le range, ce qui serait plutôt négatif honnêtement par rapport à ce qu'on est en train de produire. Donc attention les amis, il faut qu'on maintienne quand même ces 22 750 sur la journée d'aujourd'hui et de demain, ça c'est hyper important. Vous voyez qu'en données weekly, en Ishimoku on est quand même très très loin encore, on n'est pas venu chercher la Tenkan, on a méché un petit peu avant la Tenkan. Ça serait bien de reprendre la Tenkan si on a envie à court terme en weekly d'aller chercher un petit peu de positif, une sorte de rebond, de retournement du marché en weekly. On voit quand même qu'on a des volumes qui sont revenus un petit peu à l'achat sur cette semaine. C'est pas encore folichon par rapport à ce qu'on avait vu en descente, mais on a un petit peu de volume qui est arrivé ici. On voit qu'il y a un ralentissement assez important du RSI, donc c'est plutôt un point bas qu'on a fait le 27 juin. On peut le confirmer en tout cas ici, il y a vraiment un ralentissement. À voir si on fait pas que 2-3 semaines en positif avant de repasser en négatif. Je ne pense pas, c'est pour ça que moi je pense qu'on est sur un point bas Bitcoin. En tout cas, ça fait quand même quelques semaines que je vous le dis, depuis que les personnes annoncent qu'on va aller à 10 000 ou 14 000. Moi, j'avais pas forcément ce sentiment. Je vous avais tracé les objectifs et je vous disais globalement que je me trompais potentiellement, honnêtement, mais que je voyais plutôt un rebond de BTC au 17 600 à peu près, le point bas qu'on avait fait. Voilà, globalement ce qu'on peut dire sur BTC. Je pense pas qu'il y ait grand chose d'autre à dire, honnêtement. On a vu un peu le momentum, on a vu Ishimoku. Voilà, maintenant on va passer tout simplement à ETH. ETH sur lequel on a beaucoup pumpé ces derniers temps. Je pense que l'analyse des 1007 $ était la bonne. Finalement, c'est celle qui a été le plus pricée. Je vous en ai beaucoup parlé de celle-là. C'est la zone de bas de rechargement des instits, calculée sur un ratio de Fibonacci. En tout cas, c'est celle qui a été le plus pricée. Vous voyez qu'on a fait une sorte de double clôture dessus. On a méché ici, on a méché ici. À chaque fois, on s'est relancé dessus. C'est la zone la plus importante. Attention, là, actuellement, on est en train de se rapprocher des 1700 $, qui est pour moi la zone qui était la plus
recherchée avant le crash des crypto-monnaies sur le mois de mai. C'était la zone la plus recherchée. Vous voyez, on allait la chercher le 17 mai, on allait chercher le 21 juin, on allait chercher le 19 juin, on allait la chercher le 2 mai et le 16 mai. En tout cas, c'est une zone qui est très recherchée, les 1700 $. C'est une zone psychologique intéressante sur ETH. Je vous en parle souvent. Là, ce qui est positif sur ETH, c'est on est en train de passer vraiment tous les supports. Vous voyez qu'en daily, sur Ishimoku, on a repris le nuage, on a repris la Kijun Tenkan, on est vraiment bien. Là, on est en train de latéraliser dans le nuage. Je vous avais un peu dit ça mercredi, hein. Je voyais potentiellement une latéralisation au bout d'un moment du cours dans le nuage. Pareil sur BTC, avant potentiellement de se relancer et repartir. Là, c'est ce qui est en train de se passer. On est en train de latéraliser ici dans le nuage. Ce qui serait le plus probable, c'est de continuer à latéraliser ici, que la Kijun et la Tenkan montent un petit peu, et tout simplement qu'on arrive au bout du nuage et qu'on arrive potentiellement à s'extirper du nuage. Et là, il faudra surveiller, bien entendu, qu'on fasse pas quelque chose comme ça et qu'on le réintègre, le nuage. Mais à la limite, soit on part directement, soit tout simplement on vient chercher la liquidité sur le haut du nuage, des zones d'achat, et ensuite on repart. Et quand on aura réintégré ces 1700 $, sur ETH, on sera plutôt pas mal. Je pense que c'est un prix qui sera ensuite bien défendu. En tout cas, c'est mon avis là-dessus. C'est un prix psychologique qui est bien défendu. En sachant que ETH, il y a le merge qui arrive à partir du 18 septembre, si je dis pas de bêtises. On en a parlé mercredi dans l'atelier crypto. Donc des news vraiment positifs sur ETH. Ça m'étonnerait pas que ETH reparte à la hausse. Et de toute façon, on voit que la dominance d'ETH par rapport à BTC, on voit tout simplement que ETH est en train de repartir assez énervé face à BTC. Vous voyez la grosse montée. Donc on a repris pareil le nuage, la Tenkan Kijun. Donc c'est plutôt positif ETH par rapport à BTC. Et de toute façon, on vous avait dit dans l'émission que nous on était plutôt ETH maximaliste et que c'était un token sur lequel on avait beaucoup parié. Moi à titre personnel, c'est un des tokens que j'ai le plus. Voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur ETH. Donc positif, il faut continuer comme ça, il faut bien latéraliser dans le nuage en daily et essayer de trouver un appui pour repartir et ne pas céder dans la prochaine semaine. Ça sera très rapide, la prochaine semaine déjà on aura une direction. Sur Solana les amis, on l'a passé mercredi, je vais le repasser ici puisque Solana, on avait une grande trendline ici, on est en train de faire des bas de plus en plus haut. Vous voyez qu'on est en train de casser une sorte de triangle symétrique, si on peut l'appeler comme ça. En tout cas, c'est une trendline baissière qu'on vient de casser. On vient de casser vraiment ce momentum baissier, donc il y a une réaction quand même du cours. On a repris nuage, Tenkan, Kijun, on est plutôt bien. Là, on a perdu par contre la Tenkan à court terme sur les 2 derniers jours. Vous voyez que là, c'est assez impressionnant, mais sur la journée aujourd'hui déjà du 23 juillet, on est venu mécher sur la Tenkan et pour l'instant, on ne la passe pas. Donc attention au throwback, justement, pour redescendre sur la Kijun, ça pourrait être très possible, comme vous le savez peut-être. On vient casser à la baisse, on revient sur le niveau de cassure et ensuite on repart vers le bas. J'avais globalement tracé une sorte de triangle croissant ici, qu'on pouvait voir, tout simplement si on enlève cette trendline, c'est plus visible. Ici on est sur un triangle croissant, un peu comme tous les actifs en ce moment et notamment les cours du Nasdaq et S&P 500. Ici c'est le problème des cryptos, on fait souvent des fakes. Ici on est en train de fake le Solana sur la hausse, donc l'objectif à 69 pour l'instant il n'est pas d'actualité. Pour l'instant on réintègre ce cours, donc ce qu'il faut absolument qu'on fasse, c'est soit qu'on reprenne un petit peu de jus sur la Kijun, soit qu'on vienne se faire des petites frayeurs et qu'on reprenne la trendline qui est au contact du bas du nuage, qui serait largement possible parce que là on retrouverait une zone d'achat à la fois en chartisme traditionnel et à la fois en Ishimoku. Voilà ce qu'on peut dire sur Solana, donc à surveiller sur la prochaine semaine. Ne pas perdre finalement les 35 $. La perte des 35 $ serait compliquée pour Solana. On créerait potentiellement une petite frayeur et on casserait on annulerait la figure qu'on a actuellement, qui est une figure de retournement avec un triangle croissant. Voilà, et on serait potentiellement dans une sorte de range. Il faudrait qu'on revoie à ce moment-là. En tout cas, 35 $ à ne pas casser et surtout ne pas casser, bien entendu, les 31,94. Sinon, on ferait des bas de plus en plus bas. Voilà sur Solana. Sur Matic, les amis, Matic, acteur très important. N'hésitez pas à aller voir le replay de l'atelier crypto. On a fait une émission spéciale où on a parlé beaucoup de Matic. N'hésitez pas à aller la revoir en replay sur Twitch. Bien entendu, tout est gratuit. Vous n'avez pas besoin d'être abonné pour aller voir les replays. N'hésitez pas à lâcher un follow, c'est gratuit et ça fait plaisir pour la chaîne Twitch. WillDT11, c'est pas l'atelier crypto. Sur Twitch, c'est WillDT11. On a une seule chaîne commune. Voilà les amis, donc sur Matic, on a tracé plusieurs niveaux. Vous voyez qu'on avait des bornes à chaque fois qu'on a tracé ici en bleu. On est venu à chaque fois les pricer, tac, tac, tac. Ici, on avait la zone de rechargement des instits en violet sur les
ratios Fibonacci qu'on est en train de venir pricer. En tout cas, ici, je vais enlever Ishimoku, ce sera peut-être plus visible. Ici, vous voyez que j'ai tracé différents niveaux en orange qu'on est venu à chaque fois pricer, hein, on est venu casser à chaque fois. Ici, on se retrouve dans une sorte de latéralisation. Latéralisation qu'on va pouvoir sûrement continuer dans cette zone de rechargement violette. Hein. Je pense qu'on va essayer de latéraliser entre ces bornes. En tout cas, il ne faudrait pas perdre les 0,7473 qui était une zone que j'avais tracée qui est plutôt importante parce que c'est une zone qu'on avait travaillé ici, qu'on avait utilisée comme résistance et qu'on avait utilisée comme support à plusieurs endroits avant. Donc attention, bien surveiller les 0,7473. Sur Matic, c'est plutôt positif. Je ne vois pas forcément un pump direct, c'est ce que je vous ai dit pendant l'émission. Moi, je pense qu'il va y avoir une sorte de latéralisation sur Matic, potentiellement une récupération à ce niveau-là, au 0,7473, mais il ne faudrait pas aller en dessous, ça serait dommage. Sinon, on perdrait un peu un momentum haussier. En Ishimoku, vous voyez qu'on a la Tengen qui joue pour l'instant le support en daily. Voilà, si on retombait à 0,7473, je vous en ai parlé, je crois, mercredi aussi, vous voyez que c'est à la fois un aplatissement Tenkan et à la fois un aplatissement de la SSB du nuage. Donc ça serait logique de garder ce niveau. En tout cas, il y aurait de la liquidité, il y aurait de l'achat à ce niveau-là. Par contre, si on y perd, c'est un peu plus compliqué. Bon, là, il faudra aller chercher la Kijun à 0,68, à peu près 0,70. Et là, ça serait pas... Enfin, il y aurait un retournement un petit peu baissier sur le moment. Donc, c'est ces niveaux qu'il faut pricer sur Matic. Attendre une bonne latéralisation ici, qu'on crée une sorte de range avant de s'extirper, parce que pour s'extirper de cette zone, ça va être compliqué. Hein. C'est une zone d'accumulation des institutionnels. Donc, de par sa définition, cette zone, normalement, on doit y rester un petit moment, cette zone violette, puisque les institutionnels vont essayer d'acheter et de maintenir le cours à ce prix-là pour acheter en masse, mais ne pas faire pumper très rapidement le cours. Donc, eux, il faut qu'ils achètent par petits bouts. Voilà, les amis, sur Matic, qu'on pouvait dire. Surtout, ne pas perdre les 0,7473 qui sont un niveau, pour moi, très important. Voilà ce que je pouvais vous dire, les amis, sur les crypto-monnaies, sur les marchés financiers. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à lâcher votre abonnement et votre pouce bleu, les amis. Ça ferait vraiment très plaisir pour la chaîne. On est de plus en plus nombreux, c'est assez fou. Vous avez explosé les compteurs d'abonnés depuis maintenant 2 semaines. Pareil sur la chaîne WillDT11. Je vous en remercie vraiment. Vous avez explosé aussi les compteurs sur Twitch, donc merci beaucoup. J'espère que ces vidéos vous plaisent. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions, si vous avez des remarques ou si vous aimeriez que l'émission soit peut-être différente. N'hésitez pas, en tout cas, je prends à chaque fois vos remarques. Et voilà, passez un excellent week-end, les amis. N'hésitez pas à venir nous suivre sur tous les réseaux sociaux et je vous souhaite une très bonne journée, les amis. Profitez bien. Salut la FOMO Team!